L'auriculothérapie, c'est devenu une science. Auparavant, c'était une tradition. C'était une tradition qui est héritée depuis la nuit des temps. Ça remonte à plus de 3500 ans avant notre ère, avant Jésus-Christ. Ça a été pratiqué par toutes les communautés thérapeutiques antérieures et c'était basé sur le fait qu'on avait remarqué que en excitant certaines zones du pavillon de l'oreille, on avait une action thérapeutique. On ne le comprenait pas, mais on le faisait. Et puis, les temps modernes sont arrivés. Petit à petit, ça a traversé les temps, les âges. Ça s'est transmis de bouche à oreille, de père à fils, de maître à disciple. Et c'est arrivé tout doucement à notre ère actuelle, au XXIe siècle maintenant. Et ça a été enfin explicité scientifiquement grâce à l'avènement des neurosciences, notamment l'IRM fonctionnel. L'IRM fonctionnel nous a permis de comprendre scientifiquement ce qu'était l'auriculothérapie. Les fondamentaux de l'auriculothérapie sont des fondamentaux neuroscientifiques. Si vous voulez, pour comprendre les choses, on assimile notre cerveau à un ordinateur dont les pavillons d'oreille sont les claviers de commande de ces deux ordinateurs que sont nos deux hémisphères cérébraux. En ce sens que certains concepts embryologiques, certains concepts génétiques font que lorsqu'on se développe dans l'utérus maternel, il y a des implications embryologiques spéciales qui font que les structures qui vont donner le pavillon de l'oreille sont porteuses de somatotopie cérébrale et corporelle. Et toutes ces somatotopies, ces cartes cérébrales et corporelles, viennent se déposer dans les structures originelles qui vont former le pavillon de l'oreille. Et il va y avoir ce qu'on appelle dans notre jargon, en neurophysiologie, une homotopie entre le cerveau, le corps et le pavillon de l'oreille. Et donc, tous les systèmes nerveux, qu'ils soient sensitifs, moteurs, végétatifs ou même cybernétiques, vont être présents sur la cartographie auriculaire et vont nous permettre, en pianotant, en envoyant des requêtes thérapeutiques au cerveau, on va se servir du pavillon de l'oreille comme un keyboard d'ordinateur, comme un clavier d'ordinateur, en envoyant donc des requêtes thérapeutiques sensées, il faut qu'elles soient sensées et pertinentes. Et il faut, pour que le cerveau nous comprenne, que l'on parle sa langue, c'est-à-dire la neurophysiologie. Donc, on va envoyer des requêtes thérapeutiques précises au cerveau en lui demandant d'essayer d'intervenir pour améliorer ou diminuer telle ou telle pathologie. L'auriculothérapie a été au début récriée, elle a été soupçonnée, elle a été tout le monde médical, je vous parle de ça, il y a 50 ans, le monde médical était méfiant parce que, à juste titre, parce qu'on n'avait pas les démonstrations scientifiques. Et puis, l'auriculothérapie est entrée à l'hôpital, à la faculté de médecine, est devenue une spécialité maintenant enseignée aux médecins, uniquement aux médecins. L'auriculothérapie n'est enseignée qu'aux docteurs en médecine, parce que pour pianoter sur le clavier auriculaire, il faut faire un diagnostic. Et seuls les médecins sont capables, ou sont censés être capables de faire un diagnostic. Si vous ne faites pas de diagnostic, vous ne pouvez pas envoyer des requêtes thérapeutiques au cerveau. Donc, l'auriculothérapie a été considérée comme sérieuse lorsque on a pu enfin apporter les preuves scientifiques de son existence. Et ça, ce sont les neurosciences, et notamment la neuroimagerie, qui nous a permis de le démontrer. Ici, ce sont les définitions de l'auriculothérapie qu'on peut accepter, vous voyez. Ce sont
c'est la définition, vous voyez, c'est une réflexothérapie à effet immédiat ou retardé et qui exploite l'organisation somatotopique des fileries médullo-cérébrales. Alors, il existe des gènes qui permettent d'établir ces cartes auriculaires. Ces gènes sont les gènes OX, SHH, et qui obéissent à des lois mathématiques. Notre cerveau passe son temps à obéir à des lois mathématiques. Il y en a notamment 7 lois mathématiques, dont certaines, parmi les plus importantes, sont les lois de Kähler. Et donc, le pavillon de l'oreille est innervé par 5 nerfs, qui sont le 7, le 5-3, le PCS, le 9 et le 10. Vous voyez, et ces 5 nerfs sont parmi les nerfs les plus importants du système nerveux central. Et il existe sur ce petit appendice qui fait que 21 cm² en moyenne pour la plupart des gens, il existe 5 gros câbles qui viennent innerver ce pavillon de l'oreille. C'est la seule région de l'organisme qui a autant d'innervation. Et donc, par l'intermédiaire des câbles qui innervent le pavillon de l'oreille, toutes les informations captées à la périphérie de notre corps, qui montent dans le gros câble qui est la moelle épinière, viennent se déposer sur le pavillon de l'oreille sous la forme d'une carte électrique de surface très précise, et ensuite ça va se déposer dans le cerveau dans la même carte. Alors, ce sont essentiellement donc, les preuves neurophysiologiques qui ont été apportées, comme je viens de vous le dire, par la neuroimagerie et par l'électrophysiologie. Alors, si vous voulez, je peux vous montrer quelques diapositives que je vous ai préparées. Une des preuves, l'auriculothérapie a maintenant un basis scientifique très large. Il existe plus de 300 études contrôlées, randomisées, publiées dans Medline, parmi 1000 études cliniques actuellement. Alors, une des preuves, ce n'est pas la seule, mais une des preuves les plus importantes, c'est une étude qui a été faite, que nous avons faite avec mon équipe, dans l'année 2000, qui a été publiée en 2002, sur l'IRM fonctionnel, où on a démontré que lorsque on pianote sur le clavier auriculaire, eh bien, on enregistre au niveau de l'IRM fonctionnel cérébral la trace de ce pianotage. Ici, vous avez un cliché où on a stimulé le pouce, le thumb, right thumb, et on a enregistré à l'IRM fonctionnel le marquage de la zone du cerveau qui gère le pouce. À côté, le cliché d'à côté, c'est le même patient. Nous avons fait cette étude chez 10 patients, 5 hommes, 5 femmes. Et à côté, c'est le cliché du même patient lorsqu'on a stimulé à l'oreille la représentation du pouce à l'oreille. Et vous voyez, on a enregistré strictement le même allumage. Et ceci a été une des grandes preuves scientifiques de la nature neurophysiologique de l'auriculothérapie. L'auriculothérapie est pratiquée par les médecins. Elle est enseignée qu'aux docteurs en médecine et elle ne doit être pratiquée que par les médecins. Nous avons longtemps, il y a de cela des décennies, au tout début, lorsque l'auriculothérapie n'avait pas acquis son basis scientifique, elle avait été enseignée par certaines associations, certaines écoles, etc., à des médecins et à des non-médecins. Et on s'est rendu compte que les non-médecins ont pu involontairement faire du mal
à l'originothérapie parce qu'il l'a pratiquée de façon non médicale, en quelque sorte, puisqu'il ne pouvait pas faire de diagnostic. Et ensuite, lorsque l'originothérapie est entrée à la faculté de médecine, ça n'a été enseigné qu'aux docteurs en médecine. Et donc maintenant, ça n'est pratiqué que par les médecins. L'originothérapie est pratiquée dans le monde entier. Dans le monde entier. De plus en plus, elle n'est pratiquée, comme je vous l'ai dit, que par les médecins. Elle rentre petit à petit dans les hôpitaux, dans les facultés de médecine où elle est enseignée, etc. Je peux vous parler de mon expérience personnelle donc en France. En France, l'originothérapie n'est pratiquée que par les médecins. Elle est enseignée à la faculté de médecine sous la forme d'un diplôme interuniversitaire qui est réservé aux médecins. Elle est entrée à l'hôpital dans de nombreux hôpitaux en France. Il existe de nombreux CHU. CHU, c'est les centres hospitalo-universitaires, où il y a une consultation d'originothérapie, la plupart du temps dédiée à la douleur, c'est la plupart du temps dans les services de la douleur, parce qu'une des grandes indications de l'originothérapie, c'est la douleur. Mais ce n'est pas la seule. L'originothérapie a des indications dans tous les domaines de la médecine.